Eh bien, nous sommes à Toulouse aujourd'hui pour la grande rencontre territoriale de Germes dans le sud-ouest et nous sommes en public. Mais quelle ambiance! Il n'y a que chez Germes qu'on entend ça. Deuxième étape de notre Tour de France des rencontres territoriales autour du thème Manager conscient et vivant. Des témoins, Camille, David, un conférencier, Marc, des participants de ce séminaire qui pourront réagir aux propos de ce podcast. Et Anne, bonjour Anne. Bonjour David. Avec ton groupe, tu es venu avec une boule à facettes. Eh oui, parce que je suis une boule à facettes, je suis multifacette. Elle est multifacette, nous sommes composés d'autant d'éléments que nous sommes en relation avec ce qui est autre, donc une boule à facettes, pour expliquer que tu seras tour à tour... enjouée, souvent, dubitative, parfois agacée. À l'occasion, ça peut t'arriver à agacer? Rarement. Et en quête de concret, le plus souvent possible. Et je précise que tu es participante Germes à Toulouse et tu interviens quand tu veux. Comme on dit ici, avec plaisir. Avec plaisir. Marc de la Ménardière est conférencier, documentariste, transitionneur. David Marguerite, responsable production et qualité chez Abeille Santé dans les Hautes-Pyrénées, qui produit notamment la marque Balo Flurin. Je prononce bien ? Oui, c'est ça, absolument. Super. Dont la vocation est de soigner avec la production des abeilles. Et Camille Vincent, responsable de projet recherche et développement chez Ozon Plus à Bordeaux, filiale d'Ozon ici et maintenant. Et pour comprendre comment se transformer et regagner du sens, Camille nous racontera, entre autres, des belles histoires. Bonjour Camille. Bonjour David. Bienvenue dans ce podcast. David Marguerite, responsable production et qualité chez Balo Flurin. C'est une marque d'abeilles santé. Alors, on n'a pas de clients chez vous. On n'a que des êtres éclairés. On n'a que des êtres éclairés, effectivement. Ouais. Oui. C'est ta patronne qui dit ça, elle s'appelle Catherine Balo Flurin. C'est quoi un être éclairé et en quoi le terme de client est inadapté chez vous? Mais en fait... il est inadapté parce qu'on considère que faire un acte d'achat d'un produit Balo Flurin, c'est être éclairé sur les besoins de la nature et c'est connaître le fait que chez Balo Flurin, on respecte l'abeille au départ, mais la biodiversité dans sa globalité depuis toujours, depuis que Catherine a mis les mains dans un essaim à l'âge de 6 ans. Oui. Sans se faire piquer. Sans se faire piquer, parce que l'essaim, quand la ruche essaime, les abeilles, elles cherchent juste un nouvel endroit pour aller se nicher, pour vivre sa vie de colonie, et elles n'ont pas du tout d'agressivité. C'est évidemment, ça contribue au marketing, ce que tu viens d'évoquer, mais c'est d'abord une philosophie de vie ? Oui, plus que du marketing d'ailleurs, parce que c'est une des facilités il est zen qu'on a. Quand même, quand je parle de marketing, il reste zen. Oui, parce qu'en fait, par rapport à l'émission, par rapport au terme de Germes, on a la chance, nous, de vivre une aventure auprès de Catherine, qui fait partie de ses tripes, vraiment. C'est pas un message qui est né il y a 10 ans parce qu'il fallait que ce soit comme ça et qu'il fallait s'inquiéter de la nature maintenant. Elle s'inquiète des abeilles et de la nature depuis le début. Donc ça fait vraiment partie des valeurs intrinsèques de l'entreprise et c'est pas une image juste pour faire bien. Elle est plus qu'une patronne, j'ai l'impression. Décris-nous, Catherine. Alors déjà, oui, c'est la fondatrice, voilà, et elle est présente tout le temps, partout, avec sa vision. Une vision à long terme, depuis, on va dire, les années 80, elle a une vision sur le monde jusqu'à au moins 2050, si tant est qu'il soit encore là. Ça ressemble à quoi, cette vision ? Ça ressemble à ce que l'être humain était venu chercher dans les années 80, ce qui a peut-être fini par détruire une partie de la planète, mais dont Marc parlait tout à l'heure, mais de la consommation, des produits faciles à consommer, qu'on passe au micro-ondes, et Picard notamment, tiens, très bien, merci, à l'arrivée du bio, mais qui devient du bio de masse, qui finit par perdre un peu de son sens. En quoi il perd de son sens, le bio de masse ? Parce qu'il y a un lobbying qui est venu se caler derrière, il y a le capitalisme, le fait que tout le monde veut y passer parce que c'est peut-être ce qu'il faut faire tout de suite, donc qui a fait perdre un peu le sens de départ, pour arriver du coup à une consommation de produits plus locale et plus authentique. Et pour partir vers des produits, on parlait un peu dans les différents ateliers de vibratoires, d'énergie, mais donc des produits informés. Et pour finir, entre guillemets, sur sa vision, sur l'être
avec l'abeille, pour nous en tout cas, notamment, plutôt que l'avoir. Donc plutôt que d'aller fabriquer des produits comme nous on peut le faire, des produits de soins avec de la propolis. Avec de la propolis par exemple, voilà, allez, petite page de pub de 5 secondes, propolis, gelée royale, pollen, ouais. qui sont les matières premières les plus actives dans la ruche en tout cas, vers l'être et vivre donc, avec les abeilles au milieu des abeilles. Passer de l'avoir à l'être. Vous faites confiance à vos rêves, à vos intuitions? Comment est-ce que vous les repérez et en quoi ça vous connecte à la réalité, messieurs, dames, qui êtes dans le public? Oui, vous Ouais. m'entendez? Vas-y. Ouais, je pense que de toute manière, quand on est manager ou chef d'entreprise, c'est important de faire preuve un peu attention à ses rêves et aussi à notre sentiment de se laisser porter des fois par je dirais quelque chose qui n'est pas tangible, mais on se dit putain, ça c'est une affaire, ça c'est une opportunité. Et des fois, c'est important juste de s'accrocher à ses rêves et. C'est comment ton prénom? Samuel. Samuel. Et alors, tu dis que c'est important. Est-ce que tu l'appliques toi et ça ressemble à quoi façon Samuel? Oui. Moi, par exemple, dans le cadre professionnel, j'ai une entreprise et avec deux autres chefs d'entreprise, on a créé par exemple une association qui s'appelle Déraciner des pros. Et en fait, on récupère les terrains des CDA qui sont inexploités en jachère et on plante des arbres dessus. Voilà une action concrète où en fait on avait des rêves, on avait une idée. Et vous l'avez rêvé ça? Et on l'avait rêvé, on l'a fait, donc vous pouvez aller voir, on a un site internet, Déraciner des pros, une assoce. Et on plante des arbres et c'est les entreprises qui financent ça. Voilà, ils nous donnent des sous et on plante des arbres. Donc Sarah a participé aussi en tant que donatrice et on est trois un peu. On est passé pour des fous, mais finalement, maintenant on a une petite forêt qui est en train de pousser tranquillement. On est d'accord qu'on n'est pas dans une logique seulement de compensation, comme disait Marine, une autre intervenante hier en plénière. Non, parce que. C'est juste parce que ça vous fait du bien. C'est pas pour compenser du CO2 que vous dépensez allègrement par ailleurs. Non, parce qu'en fait l'idée c'est quand même de recréer, comme il a dit Marc d'ailleurs ce matin, c'est de recréer un environnement propre aux insectes, à la nidification, etc. C'est recréer une biosphère, voilà, je dirais, tout simplement. Se focaliser sur ses rêves, ses envies, c'est une autre façon de définir son intention personnelle. Est-ce que ça te parle, ça, Anne Boulet-Facette? Oui, bah là, je vais prendre la facette poil à gratter, parce qu'on parlait de Gisèle tout à l'heure. Mais moi, j'ai Alors Gérard. Gisèle, c'était hors antenne. C'était Gisèle, Gisèle, c'était un exemple d'une assistante, voilà. Moi, j'ai Gérard. Ouais. Et Gérard, il n'est pas sympa le matin. Et en fait, C'est je Gérard me Le demandais, Gueulard Gérard Ouais, Le Gueulard, d'accord. absolument. Et je me demandais un peu comment on arrive à prendre en compte Gérard quand on est focalisé sur ses rêves, son intuition, sur son propre, ses envies un peu personnelles. Ouais. C'est à moi que tu poses la question. Ah bah à tout le monde, mais puisque tu étais le dernier à parler sur ce plateau radio. Et ben Gérard, chez nous... Vous avez des Gérard chez vous, des Gérard Gérard, Tu sais, à 70, il y en a toujours Bah, au il y en moins a un. toujours, ouais. Et Pardon pour ceux qui s'appellent Gérard et qui nous écoutent, on vous aime quand même. Voilà, c'est juste un exemple pour dire qu'on a un gros râleur, là, destructeur dans notre entreprise. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on a qu'un, déjà, t'es content, mais déjà, tu l'écoutes. Et tu prends aussi, tu l'écoutes et tu prends en considération ce qu'il a à te dire, parce que parfois il râle à tort, des fois il peut râler à raison et t'emmener vers un chemin que tu n'avais pas forcément envie de suivre au départ et qui est peut-être pas forcément le plus mauvais. Et à partir du moment où Gérard il peut s'exprimer, qu'il sent qu'il est écouté, qu'il fait partie d'un groupe, parce que dans l'entreprise, alors elle a peut-être eu l'entreprise avait peut-être pas la nôtre, hein, mais de manière générale un côté un peu individualiste où chacun est un peu à son poste. Voilà, je fais mon job, j'ai mon salaire pour manger, prendre du plaisir, un peu ce que disait Marc tout à l'heure sur la dopamine. Mais chez nous, Gérard, il est écouté. Parfois, les actions qu'il peut proposer sont prises en compte et on y va. Et du coup, Sur un malentendu, ça peut arriver. Voilà, c'est ça. Anne. Est-ce qu'il y a des Gérard chez les abeilles? Ah, chez les abeilles? Non. Non. Non, parce qu'elles sont toutes là pour le même but et la même vision, un peu comme, je dirais, nous, on est avec Catherine qui est la vision, on la suit. Voilà, on reste des êtres humains et français en plus, donc ça pinaille quand même un petit peu. Tout le monde 100% n'est pas forcément sur la même vision. Il y a toujours des gens qui viennent pour juste un côté alimentaire. Mais non, dans la ruche, elles savent chacune, elles ont leur mission qui évolue au fur et à mesure de la vie de la colonie. Et ça donne un milieu plutôt serein. Ouais. Ça serait plus simple si les hommes, les femmes avaient tous le même but, en fait. Camille, Marc?
Si le but c'est prendre soin, oui, je pense que tout le monde serait plus heureux et la Terre irait mieux. Je pense que l'idée du bonheur, je pense que c'est justement souvent quand on sert une raison d'être qui est plus grande que soi. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert cette phrase d'Aristote qui dit genre l'esclavage, c'est servir plus petit que soi et la liberté, c'est servir plus grand que soi. Donc je pense que quand on est, en tout cas, on sert quelque chose de plus noble, de plus juste, on est globalement heureux quand ça va dans le sens de plus d'harmonie, plus de soins, plus de liens. Camille? Je me dis que c'est ce qu'on essaye de faire quand on essaye d'embarquer autour d'une vision aussi, parce qu'on peut retrouver dans les organisations finalement. C'est fédérer autour d'une vision et qui vient s'aligner avec qui on est aussi profondément. Moi, quand je serai grande, je serai abeille. Si tu travailles bien, et tu y arriveras. Vous pratiquez chez Abeille Santé, David, l'apiculture douce et biologique. Ça ressemble à quoi? Un rucher expérimental, par exemple? Ça ressemble à Catherine qui rentre en méditation et en communication avec le rucher avant de venir intervenir sur les ruches, visiter si tout se passe bien, s'il y a des naissances, si la reine est toujours là. T'as conscience que ça peut faire grincer, ça peut faire rire certains auditeurs là? Non mais qu'est-ce que c'est que ces pratiques peuvent se dire certains auditeurs qui seraient tombés de chaîne? Qu'est-ce que tu leur dis à ceux que ça dérange? Je leur dirais qu'une ruche, ça s'écoute, pour de vrai, au lieu, à la place de parler de méditation et peut-être de vibratoire, la ruche, en fonction de son activité, a un son différent. On entend quand il va y avoir de l'orage, par exemple, en général, ça gronde un peu plus. Il y a une activité un peu particulière qui donne un son particulier. Là, par exemple, Catherine n'ouvrira pas la ruche. Et donc, effectivement, on essaye de proposer un modèle économiquement viable en pratiquant une apiculture plus proche du rythme biologique de l'abeille dans son quotidien. Et travailler avec les rythmes lunaires et même astrologiques. Oui, on travaille en biodynamie. Donc l'alignement des planètes avec la Lune et les différents effets qui peuvent s'y générer, comme on retrouve les marais qui sont liés à la Lune. Donc un rucher expérimental que vous baladez en plus? Alors, on le balade le moins possible, oui, on le balade des Hautes-Pyrénées, on est à la frontière avec le Gers, et on le balade dans les Hautes-Pyrénées à Cauterets, au Camp Basque. En fonction des floraisons autour de nos terres en propre et de la nourriture qu'il y a pour elles, et aussi pour la protéger du frelon, notamment en fin d'été où la pression est assez forte, et c'est une des menaces les plus importantes à l'heure actuelle sur le frelon asiatique. Ouais. L'un des témoins, c'était Frédéric Lenoir, le témoin du film Enquête de sens, co-réalisé par Marc de la Ménardière, qui est avec nous aujourd'hui, disait que la séparation de l'homme avec la nature remonte au temps préhistorique. Vous avez conscience de vous rapprocher évidemment de la nature, mais surtout de faire un vrai pas intentionnel vers elle? Oui, parce que on est une entreprise à mission, finalement. Le but de Catherine, c'était pas d'être entrepreneuse pour faire de l'argent, mais pour rebâtir un monde favorable aux abeilles et à la biodiversité de manière générale. Donc du sens et du rapprochement de la nature. La grande idée, la mission, c'est donc, en quelques mots, de reconstruire un monde favorable aux abeilles et donc aux humains, à la biodiversité de manière générale. Tiens, Marc de la Ménardière, je le rappelle, conférencier transitionneur, tu vas nous expliquer ce que veut dire ce terme pour toi. Je vous propose, messieurs, dames, d'écouter cet extrait. Mais je ne connais qu'une urgence. Gagner la quête du sens. Il y a tant à vivre, sans attendre demain. Là, à portée de nos mains. Laissez-nous prendre le temps, ça c'est le refrain que j'ai coupé pour des raisons de SACEM. Mais c'est une chanson absolument magnifique, et moi j'ai pris l'extrait de Sinsemilia, qui est l'auteur de cette chanson, avec le groupe Trio, très porté eux aussi sur le respect de la nature. On a l'impression que cette chanson elle a été écrite pour toi, Marc, alors parce que tu as réalisé ce documentaire Enquête de sens notamment. Qu'est-ce qui t'inspire ces vers? C'est sûr que de prendre le temps de contempler, prendre le temps de se rencontrer, c'est l'urgence numéro 1, en fait, je pense, aujourd'hui, là, plutôt que de continuer à pédaler dans la mauvaise direction. Je pense que le temps de faire ces pauses salutaires, de se déconnecter justement du
du monde extérieur pour se reconnecter à soi, à ses envies, à ses valeurs, à sa raison d'être. Rouvrir ce petit GPS intérieur, en tout cas pour moi, ça a été genre salvateur, entre guillemets. En tout cas, ça m'a permis de faire un shift et d'aujourd'hui de faire des choses qui faisaient du sens, de partager ce shift, sens. C'est quoi un shift? Un shift, c'est un changement un peu radical, quoi. Et donc... J'entendais quelqu'un qui disait il n'y a pas longtemps, j'ai fait un vrai changement à 360. Bah, t'as pas changé. Ah ouais, c'est ça. Mais la révolution, c'est ça. Faire la révolution, c'est faire un tour. Hein. Donc, tu nous as raconté en plénière de cette grande rencontre territoriale de Germes dans le sud-ouest, comment tu es passé de Danone à New York, à un tiers-lieu dans la campagne entre Poitiers et La Rochelle. Est-ce que selon toi, la nature humaine est inconsciente par essence ? Ouais, moi je pense, en discutant justement avec à la fois avec des psychologues, mais même des scientifiques, je crois qu'on a 95% de nos actions sont de nature inconsciente. On n'agit qu'avec 5% de notre conscient. Donc je pense que c'est l'idée de l'iceberg, quoi. Donc je pense qu'on n'a pas conscience à quel point on est piloté par des croyances, des schémas, et collectivement aussi, il y a un inconscient aussi collectif, je pense. Et là justement, moi je suis en train de relire un peu Viktor Frankl, qui parle d'un inconscient collectif spirituel. Et je pense que c'est des notions qu'il va falloir un peu aller regarder, parce que c'est passionnant de voir à quel point on est piloté, et de gagner en liberté, je pense que c'est important. On est piloté par quoi ? Par des schémas qu'on répète, qui viennent de nos parents, de nos ancêtres, du conditionnement. Et je pense que ça ne peut nous rendre malheureux. En tout cas, depuis maintenant une quinzaine d'années que je m'intéresse à ces sujets-là, j'ai l'impression que quand on prend conscience du petit schéma ou de ce qui nous a piloté, ce qui nous a poussé à faire ce type de travail, avoir ce type même de relation, on se dit « c'était pas moi, c'était un programme ». Et là, il y a un truc qui lâche, et du coup, on a l'impression qu'on est plus soi. Et en fait, aller vers soi, je pense que c'est ce qui rend profondément heureux et qui donne du sens. Alors se parler, se dire les choses, ça permet de sortir de sa bulle mentale. Tu as parlé beaucoup de mental tout à l'heure sur scène, et donc de prendre conscience de la réalité. Malgré les outils de communication qui n'en finissent plus de fleurir, est-ce qu'on se parle, selon toi, vraiment de nos jours, et est-ce qu'on est connecté à la réalité? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de la réalité à grands coups de futilité? Hashtag Hashtag je vis ma meilleure vie et je vous la montre en photo, ou hashtag je prends mon assiette de steak frites et je la partage à tous mes voisins. Le mot écran, à la base, c'est l'étymologie, c'est faire écran, c'est mettre quelque chose entre soi et la réalité, en fait. Donc quand on fait écran à quelqu'un, c'est qu'on ne le voit pas. Donc si on est tous derrière des écrans, je pense qu'en effet, on rentre moins en lien. Et ce qui est intéressant, c'est les études justement sur tout ce qui est la nature du cerveau. On se rend compte que l'être humain est un être profondément empathique. C'est parce que tu te fais mal que je vois que tu as mal et je vais aller vers toi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc c'est ce qui fait un peu la spécificité de notre espèce humaine. Et justement, les scientifiques tirent un peu la sonnette d'alarme de dire qu'on est de moins en moins empathique pour 3 raisons. La première, c'est justement qu'on vit de plus en plus dans des villes et on est moins connecté. Il y a tellement même de pauvreté, on voudrait aider, mais il y en a tellement que hop, on coupe. La deuxième, c'était justement les films violents, les séries violentes, le journal télé. On n'est pas câblé pour avoir accès à autant d'infos et autant de violence. Donc pareil, on coupe l'empathie. Et la dernière, c'était justement, et c'était il y a 15 ans ça déjà, c'était les écrans et le fait de s'envoyer des messages par justement écran, alors qu'on a besoin de te sentir, de te toucher. Là, c'est vraiment dire qu'en fait, quand je te parle, j'ai besoin de te sentir, de te voir, de te toucher. Et c'est ça qui active mon neurone miroir et qui fait que je suis en empathie. Donc là, si on est trop connecté par ces écrans, c'est sûr que ils ont leur utilité pour faire plein de choses, mais on est en train de perdre ce qui fait la spécificité de l'humain, d'être un être empathique. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de ressentir à la fois la douleur qui se passe dans le monde végétal, animal et tout ce qu'on fait subir à la nature, et autant ce que nous, on subit plutôt que de s'anesthésier. Donc je pense que c'est fondamental de vraiment faire des plages d'écran et au maximum être en lien et avec la nature et avec les autres. Sinon, on risque les tendinites pas seulement de pouce, mais de mental. Ouais. Là, je pense qu'on est des êtres, avant d'être des êtres humains, on est des êtres mentaliens. On est dans le mental, dans notre tête. Et tous, en tout cas, moi, les voyages que j'ai pu faire, c'était de voir que dans plein d'autres civilisations, ils n'ont pas ce même rapport au mental, où ils ont compris, en tout cas, que l'esprit, c'est la boîte qui permet de fonctionner, mais il n'y a pas que ça. Il y a le corps qui nous donne des informations, la conscience, et donc là on est un peu trop dans notre tête. Et l'intuition, c'est une connaissance du corps. Hein. Ouais, ou le cœur. Des neurones du corps. Eric, on prend des décisions avec le cœur avant la tête. Ça, c'est scientifiquement prouvé aussi. Donc redis-le pour qu'on en fasse un jingle. Non, j'ai pas eu le temps de tout dire. Voilà, on prend des décisions des fois avec le cœur avant la tête, et quand on met des électrodes et qu'on mesure ça, on se rend compte que le cœur, il envoie un signal au cerveau. Enfin, il est touché avant le cerveau. Donc peut-être que ça dit quelque chose. Eric, dans le public.
Oui, en fait, ce que tu as dit sur les écrans, ça m'a rappelé le moment qu'on a tous vécu de confinement et des sessions au sein de Germe où on se posait la question de comment animer des journées à distance. Et j'ai vu des gens qui parlaient à l'écran. Et ils oubliaient la personne qui était derrière. Donc ils s'arrêtaient à l'écran. Et du coup, en fait, on a monté une formation pour tous les animateurs qu'on a appelé Passeurs d'Humanité, parce que nous sommes les dans animateurs le réseau, de Germe. Les animateurs Germe, oui, mais nous sommes tous en fait des passeurs d'humanité, des connecteurs. Et donc, justement, d'aller se connecter à la personne, à l'autre, qui est ou pas un écran, c'est ce qui va faire toute la différence. Oui, derrière toi. Chantal. Oui, ce que je voudrais apporter en complément de ces écrans, c'est que on a construit ces écrans par nécessité tout au long de notre histoire et de la vie de la planète. Et on ne les avait pas au départ, on les a construits ensuite. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cet instant de pouvoir libérer les écrans. C'est pour ça qu'on est au paroxysme des écrans. Enfin, ça, c'est ce que je constate, moi, dans ma vie et dans ma profession. C'est qu'on est arrivé là. Et je me souviens, quand j'étais jeune... Bon, moi, je suis d'un certain âge, et quand j'étais jeune, nous, on n'avait pas la télé, on n'avait pas tout ça, et on communiquait, on relationnait, on jouait. Et puis, petit à petit, j'ai vu s'installer dans ce siècle-là, comment, petit à petit... Mais on se parlait profond. On se parlait profond, quand même. Alors, on se parlait, c'était déjà quelque chose. Profond, je dirais pas ça, mais aujourd'hui, on se parle même plus. On se parle à travers les écrans. Sauf quand on vient chez Germe, chers auditeurs. Sauf quand on est chez Germe. Merci Chantal. Il y en a une parmi nous qui nous aide à nous connecter à la réalité. C'est Camille Vincent, je le rappelle, responsable de projet recherche et développement chez Ozon Plus à Bordeaux, filiale d'Ozon ici et maintenant. Camille, c'est l'histoire de Pauline, Paul, Catherine, tu choisis ? Je vais commencer par Pauline parce que je pense que ce sera le plus à propos. Pauline, c'est une cadre dirigeante qui a participé à une formation qu'on a organisée en fin d'année. Pauline, elle est venue avant tout en fait, chercher des outils. Elle doit mettre en place une démarche RSE et puis elle voulait des outils concrets parce que c'est une formation, donc on a des objectifs pédagogiques, on sait avec quoi on repart pour pouvoir justement embarquer ses collaborateurs. Puis Pauline, petit à petit, elle a pris du temps pour elle en fait. Et je ne sais pas vous, mais on ne se laisse pas toujours cette occasion de se créer une parenthèse un petit peu. Et vous en parliez, un temps de reconnexion à soi, faire un pas de côté un petit peu pour sortir de son quotidien. Puis elle s'est inspirée, comme on fait pendant ces 2 jours finalement, avec des acteurs du territoire, des acteurs du changement, qui eux-mêmes ont peut-être vécu un déclic, une prise de conscience. Et ça, Pauline, ça lui permet de réaliser qu'on peut faire peut-être différemment. Puis pendant ces 2 jours, nous, ce qu'on arrive à créer, c'est une magie de groupe, une connexion. Parce qu'on en parlait, la relation aux autres, qui est primordiale et qui peut-être fait défaut aujourd'hui. Et Pauline, au début, elle est venue, elle se sentait peut-être seule dans cette démarche, comme peut-être beaucoup d'autres managers. Et elle a trouvé un collectif. Non seulement qui partagent la même réalité des enjeux, peut-être une même impuissance à agir, puis au fur et à mesure, en fait, ils échangent. Et grâce à des outils qu'on met en place aussi, elle a compris peut-être quel pouvait être son rôle et sa place. Et ça permet de sortir de l'impuissance, en fait. Elle a compris quoi ? C'est quoi sa place aujourd'hui ? Sa place, c'est d'être actrice du changement. C'est d'incarner une posture aussi qu'on travaille, qu'on a pu travailler aussi en atelier hier. C'est changer sa réalité, en parler des schémas, des croyances. Il faut aller en profondeur si on veut sortir de ça. C'est perturbant quand même, Anne, de changer de croyance, non ? Alors, ce que veut dire David, parce que moi je le parle très bien, c'est est-ce que... Je parle le David. Est-ce que le sens, ça peut être quelque chose de plus égoïste ? Une démarche artistique solitaire, par exemple ? Déjà, nous, on part du principe que pour transformer un collectif, il faut d'abord faire une transformation individuelle, et c'est un peu ton témoignage, Marc, ce matin aussi. D'abord, on part de soi. Donc, est-ce que c'est une démarche égoïste ? Je ne pense pas, parce que c'est une connexion à soi. Aujourd'hui, on parle d'égocentrisme, mais est-ce que ce n'est pas aussi une écologie personnelle de revenir d'abord à soi pour après aller transformer le collectif et se relier à des personnes qui sont alignées. Tiens, on va faire un petit sondage dans le public. C'est quand le dernier déclic, la dernière prise de conscience pour vous reconnecter à vous? Bonjour, c'est Antoine. Antoine. Le dernier déclic, reconnexion avec besoins, c'est la pizza que j'ai rencontrée sur une aire d'autoroute qui m'a regardé pendant un quart d'heure et finalement je n'ai pas prise parce que j'en avais pas besoin. Voilà, c'est archi concret. Très bien. Ouais. Samuel. C'est tout bête, nous c'était avec Sarah, j'en ai parlé, c'était hier. On s'aperçoit qu'on n'a même plus le temps de s'ennuyer, c'est-à-dire que dès qu'on a un moment d'ennui, on sort notre smartphone.
Non, mais moi je m'ennuie jamais, hein. J'ai pas le temps de m'ennuyer. On a hein. un moment où on est en train on a un moment de rien. En fait, plutôt que ce moment de rien, de profiter, de lever la tête, regarder les oiseaux, qu'est-ce qu'on fait tous naturellement? Je sais pas si vous avez aperçu de ça. On sort notre smartphone pour checker un mail, une notification. Et finalement, je dis ça à Sarah hier, on est con quand même, pardon, tu ne devrais pas dire ça. Non, mais ça, on va le garder. Alors qu'on pourrait tout simplement laisser notre smartphone dans ce cadre où on est, tu vois, juste lever la tête, voir un arbre, voir un insecte, un oiseau. Et ça, on le prend plus en fait, tout simplement. C'était aussi un moment de connexion. Parfois même au feu rouge, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, tout à fait. Complètement. C'est ça que tu voulais dire, Stéphanie? Vas-y, reprends le micro. On a un intervenant germe qui disait, quand on a une attente contrainte, en fait, c'est attente égale détente. Attente, détente. On n'y peut rien et autant faire quelque chose de positif. Exactement. C'est Pascal Gentil, dans un précédent épisode de La Graine Inspirante, qui nous avait déjà parlé de ça, et c'est très bien, messieurs, dames, que vous nous rappeliez cet essentiel. En quoi c'est important, finalement? En quoi c'est important d'être toujours en train de faire quelque chose? Pour répondre à ta question, David, pourquoi on a ce besoin de se sentir... pourquoi on ressent le besoin d'être toujours débordé? En quoi c'est important? En quoi c'est important? Mais c'est peut-être parce que on manque d'un certain sens plus profond. Et le fait de se retrouver débordé par son travail, par une activité ou comme ça, on a l'impression de s'accrocher à un sens. Donc pour moi, c'est une forme de déconnexion avec ce dont on a besoin au plus profond de nous. D'un sens réel, d'un sens profond. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que tout le monde est débordé et que quelque part ça nous rend dans une certaine normalité de pouvoir être débordé? Oui, vas-y, je t'en prie, prends le micro. Vas-y, complète la question. Compléter ce point-là. En fait, moi j'allais dire qu'on répond tout simplement à une pression sociétale. Voilà. Tu peux illustrer un petit peu? Tu penses à quelque chose en particulier? Oui, tout à fait, parce qu'on est conditionné, comme tu le disais tout à l'heure, à travailler un certain schéma économique. Et le fait de toujours sortir le téléphone, etc., donc on a l'impression qu'on répond aux normes de la société actuelle, au schéma économique Un jour, un invité dans une émission m'a dit « Qui est on ?» Qui on? Alors il m'a moitié réveillé parce que moi j'étais dans mon questionnement. Je fais, la société, on parlait d'entrepreneuriat ce jour-là. La société, vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui on a tendance à ranger les entrepreneurs? Enfin, je rame tout ce que je peux pour justifier ma question. Et tu sais ce qu'il me répond? Il me dit « On est un con qui n'a pas de nom ». Et à partir de ce jour-là, je me suis dit « Mais oui, mais au fait, ça parle de rapport à l'autre. En quoi la société aurait finalement légitimité à me mettre la pression? Est-ce que c'est pas chez moi qu'il serait important de faire le ménage ?» Tiens, Olivier n'a pas parlé jusqu'ici. Stéphane, Eric. C'était pour apporter une anecdote. Récemment, dans mon équipe, un arrêt maladie. Alors, dans une équipe de 2, un arrêt maladie, c'est 50% de l'effectif. Hein. On est d'accord. Non, mais je le dis parce que c'est facile à compter. C'est pour mesurer l'impact que ça peut avoir dans une organisation. Et la collaboratrice restante, pour le coup, je la voyais monter en pression en essayant à tout prix de me démontrer que toute seule, elle pouvait faire le travail de 2. Ça a été un combat quasiment, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, de lui expliquer que, dans notre activité, on ne sauvait pas des vies, on a une activité de service. Hein. Donc, ce que tu n'auras pas fait demain, t'inquiète pas, ce sera toujours là après-demain. Donc, tu pourras le faire plus tard. Oui, mais on va perdre des clients, chef. Mais justement, et c'était intéressant, comme on parle du regard de la société, de se dire que c'est moi le manager chef d'entreprise qui fait un acte de dire à la collaboratrice qui essaye d'atteindre l'objectif à tout prix, d'être dans un combat pour lui dire non, laisse tomber l'objectif, priorité c'est que tu restes en bonne santé et que quand l'autre revienne, on reparte et on mettra du temps. Mais c'est de dire que c'est un vrai, en tout cas je l'ai vécu comme un vrai combat et un décalage à un moment donné en rentrant chez moi, mais c'est bizarre quand même. C'est moi qui est en train de lui dire de ralentir et de ne pas regarder le chiffre. Donc ça veut dire que ça part aussi d'un conditionnement, on en parlait tout à l'heure, de dire comment on est conditionné à tout prix sur la productivité, le chiffre. Après, il y a une réalité économique, il faut que l'entreprise tienne aussi, mais elle ne tient aussi que parce que les équipes sont là et peuvent avancer. Qu'est-ce qui se passe quand on se connecte à soi, Camille? Qu'est-ce que ça change? Souvent, ça déclenche d'abord une prise de conscience. On en parlait de ce fameux shift. Parce que ça peut venir bousculer, en fait. Et puis nous, on travaille aussi sur des enjeux de transition écologique et solidaire. Donc forcément, on prend conscience peut-être de quelque chose de plus... de tous ces enjeux qu'on connaît et qui vont nous impacter. Ça vient aussi toucher, tu parlais du personnel, mais même en tant que professionnel, on sait que ça a un impact sur notre vie, notre famille et qui on est. D'ailleurs, est-ce qu'on peut travailler que le registre pro? C'est pas possible, ça, en fait? Alors nous, on parle de projet de vie. Ouais.
chez les personnes qu'on accompagne, on parle de projet de vie, puisque justement, on considère que c'est un tout. Et pour travailler ça, en fait, effectivement, il faut garder ce prisme. Aujourd'hui, les entreprises, on ne peut pas séparer la vie personnelle d'un collaborateur de sa vie professionnelle. On cherche des valeurs, on cherche un engagement, on parlait de sens. Et puis finalement, on peut pas. Même l'équilibre vie pro, vie perso est quelque chose de très difficile aujourd'hui à mener. On tend vers ça, on a envie, mais on n'est plus dans une époque où tout est séparé. Et si on veut vraiment être aligné et en plein maîtrise de son potentiel aussi, ça nécessite un alignement entre. C'est quoi ta façon de t'aligner à toi, Camille? Moi, j'ai la chance de faire un travail dans lequel je crois, justement. Ou raconte-nous une histoire d'alignement avec une personne que tu as accompagnée. Pardon, la nuit était un peu courte, donc il va falloir que je réfléchisse. Oui, c'est ça. Les grandes rencontres territoriales de l'alignement, tu vois, servent aussi à ça, à dormir moins. Non, mais l'alignement aussi, je me permets, mais ça m'a fait penser, ton témoignage, Marc. Moi aussi, avant, je travaillais dans la finance à l'international. Et puis, un jour, j'ai eu envie de m'aligner avec qui j'étais, en fait, de mettre ses compétences au service de quelque chose qui a un impact. Et c'est un cheminement, hein, c'est un apprentissage. Alors, moi, je suis pas allée en Bolivie, je suis allée en Asie aussi, mais le voyage n'est pas obligatoire. On peut le faire à Bordeaux aussi. Et encore une fois, c'est plus un cheminement personnel de voir qu'est-ce qui m'anime. En fait, on parlait du cœur tout à l'heure. Et c'est vrai ce que je disais en atelier hier. Souvent, on sait dans la tête ce qui se passe, comme les enjeux écologiques aujourd'hui, l'urgence climatique, et pourtant, on passe pas à l'action. Et en fait, ce décalage, il vient du cœur. Pour ça, l'importance de se reconnecter à soi, accueillir les émotions aussi, on en parlait. Quelle est la place des émotions dans les organisations? Il vient du cœur, il vient peut-être un petit peu d'une certaine forme de fainéantise. Je crois pas. Quand on est animé... Ça demande quand même de faire des efforts et donc de renoncer aussi à plein de choses. Alors, c'est deux choses différentes. Celle-là, normalement, t'aurais pu la faire, celle-là. Hein. Elle était bien, non? Tu fais bien le poil à gratter, Ouais, non, c'est deux choses différentes parce qu'à partir du moment où ça devient c'est un élan vital, et c'est ce qu'on essaie de créer, nous donner les conditions, on ne change pas les personnes, hein. On active le potentiel. Après, ça leur appartient, on leur donne l'élan, le dynamisme. Et cet élan, il vient quand justement on est aligné tête, cœur, corps. Donc, est-ce que c'est des efforts? Je ne crois pas, quand c'est quelque chose qui nous anime. Et ce pourquoi dont tu parlais, David, aussi, c'est la vision. C'est une vision très claire. On veut changer le monde de telle ou telle façon. On veut changer notre organisation de telle ou telle façon. Et, pardon, je finis juste sur renoncer. Et ça, c'est quelque chose qui vient me gratter personnellement. Parce qu'on en parle beaucoup avec transition écologique. Oui, c'est renoncer. Mais en fait, c'est aussi un choix de vie. On revient aussi à pourquoi on fait les choses, en fait. Et de tourner, on ne subit pas, on est acteur, encore une fois. Renoncer, c'est subir. Être acteur, c'est choisir de ne plus aller vers ça parce qu'on est en pleine conscience et on est en pleine possession aussi de son potentiel. Renoncer, c'est aussi inhérent à n'importe quel choix. On renonce à 1 million d'autres choses. On pourrait être dans 1 million d'endroits, mais on a choisi d'être ici ce matin ensemble. Ton prénom ? Alexandre. Alexandre, ça va, David? Oui, ce que disait Marc tout à l'heure et ce que vous dites tous, ça m'a fait penser sur le cœur qui réagissait avant le cerveau. Ça m'a toujours fait penser à j'adore les jeux de mots et j'avais réfléchi et fait un travail perso, mais juste perso, etc., sur le mot raisonner. Et le mot raisonner s'écrit en français de 2 manières différentes. Il y a le raisonner et le raisonner à l'intérieur. Et quand on dit raisonner à l'intérieur, ici, c'est pas celui-là qui parle, c'est vraiment son corps. Et non, je trouvais que c'était intéressant de se dire, ok, d'accord, on fait appel à la raison, mais est-ce qu'on fait appel au raisonnement intellectuel ou au raisonnement intérieur? Vous avez 4 heures. Moi, pour rebondir là-dessus, je me rappelle... Merci, prof Alexandre. Les Lakota, moi, ils me disaient « We don't trust words, we trust vibration ». C'est-à-dire, nous, on ne croit pas aux mots, on croit à la vibration de ce que tu dis, de l'espace où tu le dis. Donc, en fait, c'était même, ils sont fait avoir par le passé, bon, tout ce qui était spoliation de termes. En tout cas, je pense que c'était juste de dire, oui, en fait, il y a ce que tu dis qui part de la raison, mais ton être profond, il dit quoi? Et je sens si c'est aligné ou pas. Et quand on passe beaucoup de temps dans ces espaces intérieurs, on développe une forme d'acuité, de sensibilité. Je pense que c'est ça qu'il va falloir muscler un peu. Camille et David sur le rationnel après. Camille. Non, je voulais juste rebondir justement sur ce raisonner. Et hier, on travaillait l'écoute active. Quand on parle de la qualité, de comment on se connecte à l'autre. On travaillait dans un des ateliers que tu as animé. Exactement, pour le contexte, merci. Et on parle de cette descente en profondeur, mais comment on se connecte à l'autre aussi. Et pareil, j'ai fait le poil à gratter comme toi, David, hier. Dans quel niveau quand on écoute à l'autre? Et cette résonance, nous on parle d'écoute générative. On oublie d'aller chercher qu'est-ce que ça fait chez moi, qu'est-ce que ça génère au-delà de l'empathie, du jugement ou juste du recyclage classique en fait. Tu peux nous faire l'atelier en 20 secondes, même s'il a duré 1 heure et demie. Non mais juste pour qu'on ait des tips très concrets.
On aime ça dans ce podcast. C'est quoi les différents niveaux d'écoute et comment on les identifie? Alors ces niveaux d'écoute, il faut savoir qu'ils sont quand même tirés de la théorie U d'Otto Scharmer pour justement aller en profondeur et changer aussi sa façon de faire, parce qu'on ne peut pas changer les choses si on a la même façon de penser. Et ces niveaux d'écoute, il y a le niveau 0 qui est l'écoute automatique. Et en fait là, on va recycler. Voilà, j'écoute Marc me parler, je me dis moi aussi j'ai fait ça, et puis je pensais bien qu'il était comme ça. Voilà, on recycle, on est vraiment dans la superficialité. Et je pensais bien qu'il était comme ça, c'est-à-dire parce que j'émets un jugement. Tout ce qu'il va dire va venir confirmer. Les biais, les fameux biais. Effectivement. Okay. Et si on suspend ce jugement, en fait, déjà on passe à un autre niveau. Et là, on est toujours un peu moins superficiel, mais voilà, on continue. Mais par contre, on va rester basé par rapport à sa propre expérience. Si on arrive de nouveau à suspendre cet ego, on dit voilà, de se décentrer, déjà on rentre un peu plus en profondeur. Et là, en fait, déjà on va être dans un niveau d'empathie. Vous en parliez aussi, et souvent l'empathie, effectivement, nous permet de se connecter à l'autre. Mais ressentir les émotions de l'autre peut aussi générer des peurs chez nous. Ça vient gratter, vous l'avez déjà vu, des réactions de votre entourage. Ah, j'ai démissionné. Oh, dis donc, t'as pas peur? Moi, j'ai trop peur. Parce que c'est venu chercher ces émotions, ce que lui, il ressent par rapport à ce que je lui donne. Il y a même des moments où il ne faut pas être trop en empathie. C'est quand on est un soignant, si on avale toutes les maladies d'une certaine façon des patients, on finit très mal sa journée. Même dans la sympathie, même, oui, effectivement. Et donc cette empathie, si on arrive à enlever ses peurs, là on rentre dans ce qu'on appelle une écoute générative. On va vraiment se concentrer, être en pleine présence à l'autre et écouter en fait tout ce qu'il dégage en fait. Et là, on peut vraiment aller en profondeur. Tu parlais de résonance, et c'est très juste, en fait. C'est comment ça va résonner chez nous. Qu'est-ce qu'on ressent comme élan, comme énergie. Finalement, j'irais même jusqu'à l'aura, ça c'est moi. C'est pas la théorie. Mais voilà. La contribution en chiffres de la nature, c'est un sujet sur lequel vous avez échangé chez vous? C'est un sujet sur lequel on essaye de travailler, oui, que finalement le résultat de l'entreprise ne soit pas qu'un résultat chiffré en dollars, en euros, en chiffre d'affaires, mais avec un capital apporté à l'être humain et à la nature de manière générale, une prise en compte de ça sur le résultat final de l'année finalement. Marc, transitionneur, tu valides alors? Oui, je l'ai trouvé, je sais plus où. Après, il y a des questions, s'il faut transitionner, faire des révolutions. Ces révolutions, c'est un tour, on ne sait pas. Mais oui, je pense que c'est plus agréable de passer une transition, de passer d'un état à un autre. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, j'ai l'impression que sur le constat, tout le monde, quand c'est posé, quand c'est dit de manière assez claire et sans justement trop d'émotionnel, entre guillemets, de où on est et où il faut aller, tout le monde a envie de transitionner vers autre chose. Après, c'est la vitesse. Comment ils peuvent le faire, les managers qui sont face à toi et ceux qui t'écoutent? Tout à l'heure, c'était cette idée de penser son entreprise comme un écosystème et de créer des écosystèmes vivants, résistants et résilients. Et donc, c'est vraiment de repartir sur la raison d'être. Est-ce que je me définis justement un but noble? À quoi je sers? Je ne suis pas juste là pour vendre un produit ou un service ou maximiser le capital, mais voilà, c'est quoi ma raison d'être? Et le fait de définir justement un but noble, derrière, c'est la conséquence. Ça peut être justement que ça soit rentable. Enfin, c'est la rentabilité, c'est le minimum, mais en tout cas, c'est pour moi la conséquence d'apporter quelque chose à la société, de répondre à un besoin qui, du coup, il y a un retour financier. Mais si on inverse ça et que toutes les entreprises, pour moi, à mon avis, je pense que les entreprises qui ne servent à rien, à terme, elles vont disparaître. Et il y aura, j'espère, dans un monde idéal, qu'une justification de ce qu'on apporte à la société au niveau social, environnemental. Et c'était la base des entreprises au départ. Monsieur est optimiste. Alexandre? Oui, si vous avez une minute, j'ai un discours, le hasard fait. Alors le hasard, j'adore la définition d'Einstein, il dit le hasard, c'est quand Dieu se promène incognito. Voilà, c'était par rapport à l'aura, à l'âme. Enfin, moi, je parle de l'âme. Si vous avez une minute, je vous lis le discours d'adieu du patron de Coca-Cola, qui est parti. Et je trouve que, contrairement à ce qu'on peut imaginer par rapport à l'américanisme qu'on a, etc., il est plein de résonance. Imaginez que la vie est un jeu de 5 balles avec laquelle vous jonglez en l'air, en essayant de ne laisser tomber aucune de ces balles. L'une d'entre elles est en caoutchouc et les autres sont en verre. Les 5 balles sont travail, famille, santé, amis et âme. C'est l'aura qui m'a fait penser à l'âme. Vous ne tarderez pas à réaliser que le travail est une balle en caoutchouc. Chaque fois que cette balle tombe, elle saute à nouveau, tandis que les autres sont en verre. Mais les 4 autres balles, c'est-à-dire la santé,
La famille, les amis et l'âme sont fragiles comme le cristal. Si vous laissez tomber l'une d'entre elles, elle en sortira inévitablement éclatée, voire même brisée. Jamais elle ne redeviendra la même. Gérez efficacement votre travail pendant les heures de travail. Accordez le temps nécessaire à votre famille et à vos amis. Prenez un repos approprié et prenez soin de votre santé mentale et physique. La vie est une balance. En consacrant trop de temps à travailler, on finit parfois à perdre les choses les plus précieuses, la famille, la santé et notre âme. Je trouve que le lien par rapport à la thématique, ce que disait Marc, etc., alors j'ai pris plus de spiritualité peut-être, mais pour un patron de Coca-Cola, je trouve ça assez... C'est assez gonflé. Merci Alexandre pour ce partage. On va terminer cette émission. Je suis manager, je vous écoute. Je suis séduit par vos propos. Par quoi je commence ? Mais par quoi je commence en étant précis et avec quelque chose d'applicable de suite. Ça veut dire concrètement, par quoi je commence. Est-ce que toi, tu es pressé, toi ? Précis. Oui, précis. Par quoi je commence ? Qu'est-ce que je fais concrètement demain pour me reconnecter davantage à la nature, au conscient, au vivant ? Prendre la responsabilité, finalement, c'est un terme qu'on a, je ne crois pas, beaucoup utilisé, mais ça parle de ça aussi. Ouais, David. un peu comme disait Samuel, en fait, d'arrêter d'être complètement débordé et dans son équipe aussi, savoir leur donner le temps de reprendre l'émerveillement à ce qui nous entoure. Et dans la nature et dans nos camarades. Émerveillement. Camille ? Moi, je pense au témoignage, je ne sais plus ton prénom, mais tu as remis l'humain avant le profit, en fait. Là, comme on disait, c'est qu'un outil. Alexandre, à l'instant ? Oui, sur la collaboratrice qu'il a dû rassurer. Ah, Olivier. Olivier, pardon. Et je me dis, première étape, c'est déjà de remettre le vivant, l'humain au centre et de travailler sur ce collectif, en fait. Le pouvoir du collectif, pour moi, est primordial. Marc ? Moi, c'est tout simple, c'est respirer. Je pense qu'on ne sait pas respirer et de commencer par une respiration et de respirer vraiment en conscience au départ et juste de se dire qu'est-ce que je ressens justement avant de dire qu'est-ce que je pense. Ça, c'est la première basique étape et c'est tout bête, mais je réalise avec le temps là, qu'on ne sait pas respirer, on n'a pas appris à respirer. Et je pense que le souffle est vraiment un allié en termes de régulation des émotions, de plein de choses, en termes d'inspiration. Donc je pense que la respiration consciente, ou comme on dit tout à l'heure, l'écoute, quand quelqu'un parle, et d'être vraiment à l'écoute et être écouté sans avoir la parole coupée, en fait ça soigne déjà. Et je pense que ça fait émerger d'autres choses. Je pense qu'on a en nous des désirs, des volontés, enfin plein de choses, mais ça demande de calmer ce qu'on disait, ce mental pour aller chercher en soi ce qui nous fait vibrer. Et ça, c'est accessible. Donc ça commence par une respiration consciente. Merci. Un petit peu de silence, un peu de respiration à la radio, c'est sympa aussi. Un célèbre film américain dont je tairai le titre pour ne pas le spoiler, termine par ces propos. Quand on y réfléchit, on avait vraiment tout, n'est-ce pas ? Alors comme c'est une fiction, la bonne nouvelle c'est que nous on va bien et on peut aller encore mieux. Donc on a tout, on avait la nature juste à côté de nous qui nous a accompagnés pendant ce podcast. Merci beaucoup, nous étions aujourd'hui à Toulouse pour la GRT, la grande rencontre territoriale de Germes. Merci d'avoir participé à cet épisode, merci les invités, Camille, David, Marc, merci Anne. Merci David. Merci. Et on va l'écouter jusqu'au refrain cette fois-ci. Mais je ne connais qu'une urgence. Gagner la quête du sens. Il y a tant à vivre sans attendre demain. Là, à portée de nos mains. Laissez-nous prendre le temps. Laissez-vous prendre le temps. Laissons-nous prendre le temps. Juste quelques instants. Prenez juste le temps, voilà, de respirer. À très bientôt dans la graine inspirante de Germes. Salut. Prendre le temps. Juste écouter.